Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir les gens, j'espère que tout se passe bien pour vous. On repart donc pour un Radio Airdorin, enfin pas Radio Airdorin, bon sang. Je suis un peu trop dans mon truc. Alors là, pour ceux qui ont vu le live report que je viens de mettre en ligne sur la chaîne Radio Airdorin, en fait j'ai le même t-shirt parce que l'enregistrement je l'ai fait cet après-midi. Il y a 5 heures à tout péter. Donc j'ai fait l'enregistrement, j'ai fait le montage et la mise en ligne plus ou moins en flux tendu. Donc je suis encore en mode Radio Airdorin, alors veuillez m'excuser. Donc non, on est sur bien Airdorin 2300, on est sur la réécriture de jeux de rôle. Donc si vous êtes là pour le jeu de rôle, si vous êtes sur la bonne chaîne, si vous êtes là pour le métal, eh ben vous n'êtes pas forcément sur la bonne chaîne, mais ça se discute encore. En tout cas, bonsoir à ceux qui sont là. D'après ce que je vois, on n'est pas grand monde. Suivant où je regarde, j'ai soit 2 spectateurs sur YouTube ou personne. Oui, donc on va de toute façon, on va attendre un petit moment. Hein, on n'est pas non plus pressé. J'ai de plus en plus l'impression qu'en fait, de commencer à 21h, je ferais mieux de lancer le stream comme je fais à 21h avec un quart d'heure de battement et puis de commencer réellement le live stream à 21h15, histoire que les gens aient le temps d'arriver. Mais j'ai l'impression aussi que c'est ce que je me disais quand j'avais le live stream qui était à 20h30 et que je l'ai passé à 21h et en fait ça n'a rien changé. Donc bon, on va voir. Hein. De toute façon, c'est pas non plus un drame. On est un petit peu là à la fraîche, c'est pas comme si on était masse de gens qui attendent les choses avec impatience. Moi le premier, mais même si cette fois-ci j'ai quand même fait des choses. Ça sera pas une émission où je vais essayer de meubler parce que j'ai rien foutu, j'ai rien écrit. Non, j'ai écrit des trucs. Rebonsoir Victor, donc Victor qui était là lors de la première du live report Radio Airdorin. Merci d'être de nouveau là parmi nous. Je t'avais posé d'ailleurs la question dans le chat si tu comptais passer ce soir pour le live stream. Je pense que tu avais déjà déconnecté à ce moment-là. C'est pas très grave. Je me disais bien que tu allais venir parce que tu es un petit peu tout le temps là, donc tu es un petit peu fidèle parmi les fidèles. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais voilà. Du coup, bon, on va attendre encore un petit peu. Il n'y a pas grand monde qui arrive. Oui, là j'étais vraiment un petit peu en mode Radio Airdorin à fond, parce que donc il y a eu le live report que j'ai mis en ligne tout à l'heure, c'était sur la base d'un concert auquel j'étais samedi. Comme je bossais en début de semaine, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, et du coup j'ai un petit peu pédalé sur les photos. Super live report d'ailleurs, bien brutal. Ah bah oui, là on n'est pas dans le mélo def, hein, on est dans le def pas mélo du tout. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Kasokta, ils ont des éléments qui sont quand même pas mal mélodiques, mais c'est vrai que le premier groupe Adelon, qui est un groupe local, enfin régional de Lausanne, ils font un tech def qui est particulièrement brutal. Ouais, ça c'est, là on est d'accord. Mais là, j'étais en train d'écouter le dernier album de Kasokta, donc le dernier en date, hein, qui est pas le dernier qui vont sortir, qui n'ont pas encore sorti. Revolve, il y a tu comprends pourquoi ils se qualifient de death prog. Hein. Il y a quand même des éléments assez intéressants, assez mélodiques. Il y a aussi le fait que la chanteuse alterne voix claire et voix saturée. Et puis ils ont quand même un morceau qui frôle les 10 minutes dans l'album. Donc c'est quand même pas si basique que ça. Après, c'est clair, on n'est pas sur du Insomnium, du Omnum Gatherum ou du Enshine. Hein. On est vraiment sur un truc qui est beaucoup plus rentre dedans, beaucoup plus la bagarre. D'ailleurs, dans la foule, ça a été la bagarre. On disait le Circle Pit, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans l'Undertown, qui est une salle microscopique. Tu fais un Circle Pit à 3, quoi. C'est ça, tu y arrives. Mais là, il y avait quand même bien 10-15 personnes qui étaient en mode full bagarre pendant le concert. C'était assez marrant. Voilà, donc là, cette fois-ci, j'ai quand même un peu pris le temps de d'écrire, et en fait, il y a cet élément écriture dont on va pouvoir reparler, et puis il y a aussi un autre élément que je voulais mentionner, qui est pas forcément ultra important maintenant, mais qui est intéressant de garder à l'esprit.
c'est de se dire, ok, ce texte, il va prendre quelle forme une fois qu'il sera dans le bouquin. Parce que c'est... En fait, c'est un petit peu... On est surtout dans des... Alors... Bon, moi je fais de la mise en page, je faisais ou je fais de la mise en page professionnelle, un petit peu mon boulot depuis pas plus de 30 ans. Et un des trucs que j'ai remarqué assez facilement, c'est que il y a souvent ce qu'on appelle en anglais un catch-22 entre la forme, entre le contenant et le contenu. C'est-à-dire que souvent on se retrouve avec un texte qui est formaté de telle façon, même en format Word, avec des encadrés, des choses comme ça qui sont prévues dans le texte. Alors moi, c'est souvent des choses que j'ai vu passer dans des textes académiques ou semi-académiques, par exemple des livres qui sont prévus pour des formations. Dans le texte Word, enfin dans le manuscrit Word, dans le tapuscrit Word, on a plein d'encadrés à gauche à droite. Et le problème, c'est quand tu mets ça dans une mise en page, surtout une mise en page un petit peu complexe en plusieurs colonnes, soudainement tes encadrés ils se rentrent dedans et c'est un peu le cauchemar. Et ça du coup c'est quelque chose qui est assez intéressant de réfléchir en amont, de penser ok, mon bouquin il va avoir quelle gueule au final, qu'est-ce que j'ai comme idée. Alors après ça peut changer, mais j'entends assez typiquement avoir quand on a dans Tigre Volant en 3e édition, c'était une mise en page en 2 colonnes avec une 3e colonne plus mince pour des trucs en ce qu'on appelle en sidebar en anglais, donc en latéral, plus des encadrés, plus des tableaux, plus des trucs, plus des machins. Après moi j'avais la flexibilité que comme je faisais le texte et la mise en page, je pouvais toujours m'arranger avec la réalité du truc. Mais ça fait aussi un boulot supplémentaire qui est pas forcément très souhaitable généralement à partir du moment où tu commences à faire la mise en page, ça signifie que t'es en retard. À peu près systématiquement. Les gens arrivent jamais à rendre le manuscrit à temps et même quand c'est toi l'auteur, t'arrives pas. Donc c'est le cas pour beaucoup de travail, beaucoup de processus de travail, on va dire, c'est que c'est important d'essayer de minimiser la charge mentale au fur et à mesure que tu avances dans le truc. Parce que plus tu avances dans le processus, plus tu es vers le bout de ligne, plus ça va être le stress, et plus les petits changements, les trucs à la con, les trucs qui seraient faciles à changer en 5 minutes, machin, vont soudainement devenir vont prendre des proportions absolument gargantuesques et c'est parfois difficile à gérer. Donc c'est un truc à garder à l'esprit. C'est pas forcément le truc qu'il faut toujours prévoir à 100% parce que de toute façon il va y avoir des imprévus, des impondérables, ça arrive mais tout le temps. La typo qu'on n'avait pas prévue, le paragraphe qui a sauté à un moment donné, les trucs où on s'aperçoit que si on rajoute pas un bout de texte, ça fait aucun sens. Tout ce genre de trucs, il faut avoir une certaine flexibilité, ça va de toute façon arriver, tu peux pas planifier un truc de A à Z et ça va rouler sur les rails. Mais en fait, tout ce que tu peux faire pour faciliter en amont, c'est en fait plus tu fais des trucs en amont, plus ça va être facile en aval. Moi, c'est un truc typiquement quand je travaille sur des manuscrits. En fait, souvent, quand je fais des mises en page sur des textes qui sont pas les miens, je vais des fois passer plus de temps à retravailler le texte sur Word, à mettre en place des styles, à faire en sorte que les textes soient bien nettoyés, qu'il n'y a pas des sous-styles ou des styles de caractères qui pop à des endroits absolument abscons. Et ça, c'est souvent le cas quand on a des textes, et surtout quand on a des textes qui viennent de sources différentes. J'ai beaucoup travaillé sur des ouvrages académiques qui n'étaient pas des monographies, donc qui avaient plusieurs auteurs. Un ouvrage thématique sur de la théologie où il y a facilement une quinzaine d'auteurs différents qui vont fournir des textes sur le thème en question, et tous ces auteurs vont utiliser, si on leur donne pas des trucs hyper précis ou des modèles de page ou des trucs ou des modèles Word
eh ben ils vont utiliser leur truc à eux, et même sur leur tour des modèles Word, je peux vous garantir qu'ils vont vous faire des trucs, vous avez juste pas idée que c'était possible de faire ça sous Word. Au final, faire la mise en page de ces trucs-là, ça va devenir ultra bordélique. Du coup, avoir un tapuscrit propre avec les styles, l'idée c'est d'avoir connaissez la gestion des feuilles de style sous Word, sous InDesign, qui est le logiciel de mise en page, sous la plupart des logiciels de mise en page, c'est un petit peu le même système, et c'est suffisamment malin pour que InDesign reconnaisse quand on importe un document Word, si les titres sont les mêmes, si les styles sont les mêmes, il va appliquer le style de la mise en page sur le style du tapuscrit. Du coup, quand vous préparez votre tapuscrit, vous passez tout en normal, vous rajoutez les titres, vous faites bien les hiérarchies de titres niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Vous faites en sorte que y ait les mêmes noms de styles et les mêmes niveaux entre le tapuscrit et la mise en page. Et une fois que vous importez ça dans la mise en page, entre 80 et 95% du boulot va être fait. Il y aura toujours des choses à bricoler. Il y aura toujours des choses qui vont un petit peu partir de travail. C'est un petit peu pour ça que je fais le boulot de mise en page. C'est pas un truc qui est facile à automatiser. Même pour des trucs en texte pur. Bon, après, souvent les trucs en texte pur sur lesquels j'ai bossé avaient des joyeusetés du genre des notes de bas de page en pagaille. On a eu assez souvent des documents où on avait un ratio entre le nombre de pages et le nombre de notes de bas de page qui était absolument ahurissant, genre 2. Genre, vous avez un bouquin de 200 pages et vous avez 400 notes de bas de page. C'est une espèce de folie furieuse. Après, c'est des bouquins académiques, donc généralement il y a souvent des références dans tous les sens. En plus, comme c'est des bouquins de théologie, vous avez très très régulièrement des références bibliques qui débarquent. Et du coup, ça c'est des choses qu'il faut savoir gérer, parce que des fois il y a des gens qui n'ont absolument aucune limite pour les notes de bas de page. Alors le pire que j'ai vu, c'était quand j'ai fait mes études d'histoire, où je suis tombé sur j'ai fait un travail sur un bouquin qui s'appelle les origines de la civilisation occidentale, je crois, d'un type qui a viré totalement nazi, c'est de fin du 19e, début 20e siècle. Le gars a viré vraiment officiellement nazi. Il était membre du parti nazi dans les années 30, peu avant de mourir. Grand fan de Wagner, la totale. C'est le gars qui avait des théories comme quoi Jésus était blond avec les yeux bleus parce qu'il venait d'une tribu qui n'était pas une tribu sémite. YOLO. Mais ce gars-là, il y a un passage. En plus, le bouquin, c'était pas un petit bouquin, c'était vraiment format A4 avec que du texte. Il y a un passage dans lequel il y a une note de bas de page qui court sur 4 pages. Donc sur la première page, vous avez le début de la note de bas de page, et ensuite pendant 4 pages, vous avez 2 lignes de texte en haut, et la note de bas de page qui court. Toujours la même note de bas de page qui court sur 4 putains de pages. Alors, fort heureusement, dans mon boulot, j'ai jamais vu ça en vrai. J'ai vu des notes de bas de page qui couraient sur 2 pages, ça c'est déjà arrivé, qui commençaient sur la première page et qui continuaient sur la deuxième. Ça, c'est arrivé. C'était pas idéal, mais enfin voilà. Les trucs de 4 pages, c'était juste spectaculaire, quoi. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai. Je crois que j'avais vu ça dans un autre bouquin, un bouquin de fantastique qui pastichait le style érudit fin 19e, début 20e siècle, et donc l'auteur l'avait fait exprès. Mais je crois que même lui, il était pas arrivé à 4 pages, il était arrivé déjà à 2-3 pages, quand vous avez déjà une note de bas de page qui tourne sur 2-3 pages, vous vous dites, ouais, ok, c'est du troll, quoi, c'est pas possible autrement. Alors, sauf que l'auteur original, celui qui avait fait sa note de 4 pages, il était full sérieux, il y a full premier degré, quoi, bref. Je vous raconte plein de trucs. De toute façon, là, je suis en train de meubler en espérant qu'il y ait des gens qui viennent. Il n'y a pas de gens qui viennent. C'est un peu embêtant. Mais, toujours est-il que la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que j'ai commencé un petit peu à réfléchir à la façon dont je voulais présenter un certain nombre de chapitres. Tous les chapitres qui concernent le contexte,
qui concerne les peuples, les cultures, les nations principalement. Et alors, je suis pas certain que ça soit une idée géniale. Ça, c'est encore un truc à voir. Mais je pense, en tout cas pour un truc comme les nations, ça serait bien d'avoir un format un petit peu strictement codifié, à savoir de faire en sorte que les nations, en tout cas les nations majeures, soient présentées soit sur une, soit sur 2 pages. Mais qu'on commence toujours la nation en haut d'une page. Alors idéalement, il faudrait faire ça sur une double page, donc commencer sur une page de gauche, d'avoir le texte qui court et puis d'avoir la place sur les 2 pages pour mettre le texte, mais aussi pour pouvoir mettre des choses comme les drapeaux ou une carte, pour les trucs pour les nations terriennes par exemple. Ça peut être intéressant. Pour les nations stellaires, c'est moins intéressant parce que souvent c'est des nations qui sont sur plusieurs planètes, donc avoir des cartes c'est pas très parlant en vrai. Mais aussi pour avoir des stat blocks. Alors je voulais vous montrer. Je fais un vous pluriel, hein, mais en fait j'ai l'impression que on n'est pas beaucoup. Je soupçonne que l'Abby Imaginos va bientôt m'envoyer un email pour me dire si t'inquiète pas, je suis là. Bonsoir à lui d'ailleurs s'il entend cette phrase. Alors, pouf, là je vais vous montrer en fait comment était le texte de Tigre Volant 3. Juste enlever une fenêtre sur le moniteur de retour. Voilà, alors dans Tigre Volant 3, on avait il y avait une sorte de stat block. Donc toute la partie population, gouvernement, président, capitale, langue nationale, ça c'était dans un encadré ou dans un sidebar. Je crois que c'était un sidebar à l'époque, j'ai pas le bouquin sous les yeux, mais il me semble bien que c'était un sidebar. Et puis il y a le truc était bien codifié. On commençait par géographie, géopolitique, météo. Alors météo c'était surtout important pour les nations terriennes. Population, le ville principale. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de trucs très structurés et c'était très long. Là pour la Fédération des Hautes-Terres, on est sur 3 pages de plus que ça, on est sur un peu plus de 3 pages. Je vais quand même faire une sélection pour montrer le bazar. Voilà, il m'a dit quand même 2400 mots, 2366 mots, ce qui nous fait 15 000 signes à vue de pied, ce qui est quand même énorme, ce qui est quand même vraiment énorme. Alors 15 000 signes, il me semble qu'une fois mise en page, ça devait tourner en 2 pages, sur la version finale, hein, sur la mise en page de Tigre Volant 3, mais c'est clairement pas quelque chose sur lequel j'ai envie d'aller. Je veux avoir quelque chose qui est beaucoup plus court. Et c'est là que je vais passer sur le... Est-ce qu'il marche là? Non, il marche plus. Si, il marche. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors, boum. Et là, on passe sur les textes que j'ai commencé à écrire. Ça va reprendre un petit peu la même structure, la même hiérarchie, on va dire, à savoir nation terrienne, nation stellaire, organisation transnationale, qui était un petit peu la division des différentes nations telles que c'était dans TV3. Et là, typiquement, voilà, la Fédération des Hautes-Terres qui faisait 15 000 signes avant, là, elle fait plus que 1300. Donc là, on est vraiment alors là, je pense que c'est exagéré. Mais ça, grosso modo, déjà il y a plein de trucs qui manquent, hein. Le stat block est plus là, il y a énormément d'informations qui étaient des informations un petit peu plus factuelles, genre la capitale, les langues parlées, qui est le président, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être ajoutées, mais dans l'absolu, alors il faut savoir aussi que du coup, au niveau de la mise en page, on part sur un bouquin qui est plus petit en format. Donc en
17-27, si mes souvenirs ça a maigri. Oui, oh là là. Mais alors là, faut quand même aussi se rappeler un truc, c'est que on va déjà, donc comme je disais, c'est probablement très court. Et ça, c'est des trucs que j'ai plus ou moins réécrit de tête. Donc je suis pas parti sur le texte original et j'ai taillé dedans comme j'avais tenté de faire au début. Là, je repars sur une idée qui est de réécrire from scratch, vraiment depuis de zéro, en me basant sur mes souvenirs, en me basant en partie sur mes souvenirs, en partie sur l'idée que j'en ai maintenant, qui a peut-être aussi un chouïa évolué par rapport à ce que c'était, à ce que j'avais écrit en 2005-2006. Bon, il y a quand même 20 ans de distance, et il y a des choses qui ont évolué. On est toujours dans le même univers. Globalement, la Fédération des Hautes-Terres est toujours un État qui oscille entre fascisme et socialisme soviétique, toujours militarisé, toujours porté sur l'eugénisme, etc. Mais enfin, la manière dont je le présente, j'ai essayé aussi de faire ça beaucoup plus synthétique. Alors j'ai une blinde d'idées sur comment fonctionne la société de la Fédération des Hautes-Terres, comment ils gèrent tout un tas de trucs. La raison pour laquelle en fait c'est des nazis, mais c'est pas des nazis. Il y a beaucoup de, alors ça aussi il y a des trucs que j'ai commencé à réfléchir. S'il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire du nazisme et du fascisme, je recommande fortement, de façon générale, Johann Chapoutot, l'historien français, qui est un grand spécialiste de la chose. Il a vraiment des explications qui sont ultra claires sur le sujet. Et là, il a commencé à faire sur Blast, repère de gauchistes, certes, mais de gauchistes qui citent leurs sources, comme je disais précédemment. Il a commencé à faire un abécédaire avec Denis Robert, qui est le rédac chef de Blast, où en fait ils utilisent des lettres, le ABCD, etc. pour présenter une facette du nazisme. Et là, les trois premiers, c'était sur l'Antiquité, sur les bunkers et sur c'était quoi, merde, je me souviens plus. J'ai perdu le truc. Mais enfin, il y avait vraiment des trucs qui étaient très très intéressants. Et notamment, Johann Chapoutot disait un truc, c'est que les nazis utilisaient le terme Lebensraum pour désigner, alors c'est quelque chose qu'on a traduit en français par espace vital. Mais en fait, Chapoutot dit, il faut plutôt traduire ça par biotope. Quand on y pense, c'est les mêmes racines. Bios, la vie, topos, le lieu, on est dans les mêmes trucs, mais ça reflète beaucoup mieux l'idéologie biologique du nazisme, qui était que en fait ils avaient leur espace et typiquement une fois, il était fort probable qu'une fois qu'ils aient atteint leur but de colonisation à l'est et au nord, ils se soient arrêtés là parce que pour eux les autres biotopes, c'était pas le biotope de la race germanique, donc il n'y avait rien à y faire. Que les Japonais s'occupent de l'Asie, ça leur pose pas de problème. Que les Italiens s'occupent de la Méditerranée et de l'Afrique, ça leur pose pas de problème. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment l'espace européen, l'espace germanique, qui va grosso modo de l'Atlantique à l'Oural, comme l'a repris De Gaulle plus tard, et puis jusqu'au nord, jusqu'au pôle. Mais en fait, jusqu'aux Alpes, en fait, plus au sud que les Alpes, c'est pas le biotope dans lequel la race germanique peut s'épanouir d'après les nazis. Et j'ai trouvé ça que c'était assez intéressant. Et de ce point de vue-là, même si la Fédération des Hautes-Terres a cet aspect très eugénique, cet aspect de pureté génétique, de mise en place d'une race supérieure par traitement génétique, ils ont pas vraiment cet aspect biologique pour eux. Si on est humain, on peut être Highlander, c'est pas un problème. Il y a juste la question des mutations sur lesquelles ça coince, parce que justement les mutations, dans leur esprit, c'est quelque chose qui touche à l'ADN, c'est quelque chose qui touche à la génétique, et là il y a un problème. Mais bon, ça de toute façon, c'est pas quelque chose qui irait dans la partie des nations, c'est quelque chose qui irait plus dans la partie des cultures. Mais voilà, du coup, en fait,
ce que je voulais dire par là, c'est que toutes ces lectures, tous ces visionnages de documentaires, toutes ces lectures que j'ai à ce sujet-là, font que ça me permet de réviser pas mal de choses sur la manière dont je voyais les choses, qui étaient des fois des manières très très simplistes en fait. Et c'est aussi un petit peu pour ça que je suis parti sur le c'est plus compliqué que ça comme phrase clé pour l'univers d'Erdorine, c'est de dire que de toute façon on a une telle complexité de peuples, de cultures qui, qu'ils le veuillent ou non, s'entremêlent et s'entrepénètrent et blague Eldarine, et s'entre-influencent que ça ne peut pas être simple parce qu'il y a presque autant, probablement même plus, de cultures qu'il y aura d'individus. Mais voilà, c'est ce sur quoi je suis parti. Et du coup, en fait, la raison pour laquelle je réfléchissais à cette question de format final, c'est que ça va aussi déterminer le nombre de caractères que je vais devoir écrire. Ça, c'est aussi une question, là encore, c'est un catch-22, parce que c'est quelque chose qui va être en partie déterminé par les modèles de page que je vais utiliser, par les choix graphiques, quelle police de caractères je vais utiliser, quelle taille de police de caractères, quel interlignage, mais je pense qu'on va pouvoir se baser sur un certain nombre de bouquins qu'on a déjà fait, notamment Freak Squid, le jeu d'aventure qui a été fait à ce format 17-27, Itrasby aussi, le jeu norvégien, ou la collection Max Brown. Donc ça, c'est 3 jeux qui ont été publiés par 2D Sans Face ces dernières années. Et enfin, Freak Squid n'a pas été publié par 2D Sans Face, mais on a adopté le format en fait. Et du coup, on a une assez bonne idée de combien de signes vont aller par page. Et si je me dis ok, pour les nations, je vais utiliser l'équivalent d'une page plus ou moins 10-20% pour les différents habillages, les encadrés, les cartes et tout ça, et ben ça me permet déjà de poser le truc. Et je pense que typiquement, si je pars sur des nations qui tiennent en 5000 ou 6000 caractères, ça me paraît pas déconnant. Mais du coup, là, avec mes 3000 caractères, enfin non, j'ai non, qu'est-ce que j'ai, ça sera même plutôt 3000 ou 4000 caractères. Là, qu'est-ce que j'avais dit, 1700, ouais, donc là, je suis à peu près à la moitié, du texte final que ça devrait avoir. Est-ce que je n'ai pas peur qu'en réduisant drastiquement le volume global de l'ouvrage, tu perdes justement la complexité et la densité de l'univers ? Alors, oui et non. Ça sera une question d'équilibre. Ça, c'est clair que c'est une question qui va se poser. Mais d'une part, une grande partie... Là, on est sur le livre de base. Et le livre de base, par défaut, va proposer une version très synthétique de l'univers. Et dans mon idée, la complexité et vraiment aller profondément dans le truc, ça va être pour les suppléments. On va dire les grands suppléments, les trucs que j'imagine comme étant des suppléments de 64, peut-être 96 pages, qui vont vraiment proposer des environnements de jeu beaucoup plus détaillés. Typiquement, le premier que j'ai en tête, c'est un qui se déroulerait donc dans la frontière, la Fédération des États de la frontière, où on parlerait des différents habitats stellaires qui existent, des clans stellaires, des pirates, des mercenaires, de comment la FEF fonctionne ou ne fonctionne pas, des problèmes causés par les principautés uniques qui arrivent et qui veulent reprendre une autonomie, voire un territoire, voire carrément s'imposer comme étant une vraie puissance au sein de la FEF. Voilà, pour moi, le livre de base doit donner un aperçu utilisable, mais pas forcément diguer dans les profondeurs. Je sais pas si tu vois le concept. C'est vraiment
toute cette partie complexité, elle va rester là, elle est toujours là, elle existe. Quelque part, quelqu'un pourrait acheter Erdorine 2300 en ayant déjà Tigre Volant 3 et pourra reprendre des éléments dedans. Mais ces éléments vont vraiment, pour moi, constituer les briques qui vont servir à construire les suppléments. Très franchement, je pense que la complexité du livre de base de Tigre Volant 3 est quelque chose qui a dû être bien pour pas mal de gens. Des gens qui ont l'habitude de lire des jeux de rôle, qui ont l'habitude de lire de la science-fiction, qui ont l'habitude des univers complexes et des trucs machin. Mais je pense que ça a été, pour d'autres personnes, ça a été un repoussoir. Parce que ils se sont dit, oulala, la science-fiction, c'est super compliqué. Il faut apprendre plein de nations, plein de peuples. Ils ont des cultures bizarres, ils ont des langues cheloues et tout. C'est vraiment pas pour moi. Je vais rester à Donjons et Dragons. Je simplifie un maximum là encore. Là, je caricature. Mais c'est souvent quelque chose que j'ai entendu en discutant avec des gens qui faisaient du jeu de rôle et qui ne s'intéressaient pas à la science-fiction. C'est que pour eux, la science-fiction, c'était beaucoup trop complexe. Alors qu'en fait, si on regarde la fantasy quand elle est, genre la fantasy façon, alors j'ai pas lu Game of Thrones, mais de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai compris, c'est quand même quelque chose qui est affreusement complexe. Il y a des relations de pouvoir complètement tarabiscotées, il y a des liens généalogiques entre les différentes familles régnantes qui sont un bordel sans nom. Et j'avais fait d'ailleurs un diptyque d'articles sur mon blog il y a pas mal de temps où j'avais dit jouer la science-fiction c'est difficile, jouer la science-fiction c'est facile. Et en fait, alors c'est peut-être un peu la quadrature du cercle, mais j'aimerais bien que faire en sorte que Erdorine soit un univers qui soit facile d'appréhender mais qui reste riche. Oui, carrément complexe. Alors, j'ai pas lu les bouquins, j'ai pas vu les séries. J'en suis resté volontairement loin parce que ça me parlait pas. En vrai, la fantasy déjà de façon générale, ça fait très très longtemps que ça ne m'intéresse plus. Et puis, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Ça me paraissait vraiment un petit peu pas mon truc quoi. Mais mon épouse était à fond dedans. Généralement, la série passait le lundi soir sur la télévision suisse romande, et généralement le mardi matin, j'entendais mes collègues devant ma porte de bureau qui discutaient de l'épisode de la veille. Donc, ce qui fait que même sans regarder les trucs, je savais ce qui se passait, quoi. C'était assez marrant. Juste faire un petit truc là, remonter un petit peu le cadrage de la caméra. Mais voilà, si je devais avoir une ambition au-delà du fait de sortir le jeu, ce qui en soi déjà est une ambition pas négligeable, mais si je devais avoir une ambition sur Erdorine 2300, c'est de partir sur un univers qui soit très riche, mais qui ait une interface en quelque sorte très accessible. Que les gens puissent comprendre en lisant 20 pages ou même moins que ça c'est les elfes de l'espace, ils vivent super longtemps, ils ont une civilisation genre médiévale, mais il y a de la technologie en dessous, ils veulent juste pas que ça se sache. Ça c'est les douaniers militaristes, on sait pas trop pourquoi, mais ils gardent la frontière. Ça c'est les méchants terriens eugénistes. Oui, voilà, on est tout dans la complexité du truc. Et je pense que c'est quelque chose qui peut raisonnablement bien fonctionner si on applique une logique d'interface, c'est-à-dire d'avoir une surcouche sur l'univers qui en facilite l'accès. De la même manière que dans un ordinateur, tu as un système d'exploitation avec des fenêtres, des icônes, une souris, un curseur, qui te permet de faire des opérations que avant tu devais faire des lignes de commande de 17 km de long. Et dans la plupart des systèmes d'ailleurs, tu as toujours la possibilité d'ouvrir ton terminal et de te lancer tes lignes de commande de 17 km de long si tu sais écrire des lignes de commande de 17 km de long.
et voilà, donc pour moi c'est un petit peu c'est un petit peu l'idée, la méta-idée que j'ai sur Erdorin 2300 en tant que jeu de rôle, en tant qu'objet aussi, d'une certaine manière. Mais oui, là, pour le moment, les textes tels qu'ils sont écrits, j'ai pas écrit grand-chose non plus. Donc, j'ai écrit la Fédération des Hautes-Terres, Confédération Européenne, et je crois que j'ai commencé à écrire les États-Unis, et là, ça devient encore plus bordélique avec les États-Unis, parce que il y a plusieurs nations, et c'est voilà. Du coup, apporter de la profondeur par les suppléments, c'est la bonne manière. Oui, je suis d'accord. Il y a juste un défaut. Il y a juste un défaut à cette idée, c'est que ça part du principe qu'il y a des suppléments. Et ça, suivant la manière dont le jeu fonctionne et suivant la manière dont, si les finances ne suivent pas, il y aura pas de supplément. Alors après, j'ai toujours une possibilité de faire ce que j'avais fait, c'est de faire la TVpedia, qui est toujours là techniquement, mais j'y ai pas retouché depuis des siècles, même si je l'ai remise en ligne. Donc d'avoir une sorte de wiki avec tous les éléments tous les éléments de contexte possibles et imaginables. Et en plus, cette TVpedia, là aussi, elle a 20 ans, et il y a des bouts qui sont plus vraiment d'équerre, on va dire. Je crois qu'il y a un moment donné où j'avais recyclé des éléments de Fils des Étoiles, qui est donc le supplément sur les Eldar que j'avais voulu faire en 1995, qui a été un échec retentissant pour plein de raisons. Et du coup, ça, c'est des éléments de contexte qui sont probablement passablement obsolètes. Je me permets juste de vérifier un petit détail. Ah ouais, il est là. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Là, je viens d'avoir un message. Enfin, je viens de voir le message d'Imaginos qui dit qu'il est là. Salut à toi. Content que tu sois là, de façon générale. Je veux dire, ça me fait toujours plaisir que tu suives un petit peu l'actualité d'Erdorin. Donc là, j'avais commencé sur la Fédération des Hautes-Terres, donc ça occupe quasiment toute l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud jusqu'à Panama et l'Océanie. Plus le nord de la mer Baltique, Suède, Norvège et Finlande. Là, j'ai tombé sur je suis allé chercher sur Wikipédia parce que j'étais pas tout à fait sûr de ce que constitue la Scandinavie et de ce que constituent les pays nordiques. Alors que vous sachiez, la Scandinavie, c'est Suède, Norvège, Danemark, et les pays nordiques, c'est que tu rajoutes la Finlande. Mais du coup, Suède, Norvège, Finlande, ça fait partie de la Fédération des Hautes-Terres, et le Danemark est toujours européen. Fondamentalement, tout ce qui est au nord de la Baltique, c'est la Fédération des Hautes-Terres. Donc, possède également plusieurs systèmes stellaires, légalement ou non, ainsi que la région de Jupiter dans le système Sol. Ça sera probablement détaillé dans un stat block, comme il y avait dans Tigre Volant 3. Peut-être pas aussi compliqué, mais parce qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de choses. C'est de loin la plus grande nation terrienne avec une population totale de près de 30 milliards de personnes. J'étais pas tombé loin, j'ai vérifié, d'après ce que j'avais marqué sur TV3, c'était 27,4 milliards, quelque chose comme ça. C'est aussi celle qui a la technologie et l'économie la plus avancée avec un très haut niveau de vie. Cependant une très mauvaise réputation, car formée par conquêtes successives et dotée d'un régime politique mélangeant fascisme et socialisme soviétique, très militarisé et porté sur l'eugénisme. Ah tiens, il y a un spammer sur Twitch. Je le flinguerai plus tard. La société Highlander est fortement militarisée avec une culture uniforme et méritocratique. Un système de crédit social offre des avantages aux citoyens exemplaires. Bon, après la méritocratie, je pense que faudra expliquer que comme la méritocratie chez nous, c'est un petit peu du pipeau. Mais néanmoins, voilà, il y a les apparences ça. Gabriel Faure, un des fondateurs de la nation et le président à vie, multicloné de la fédération. Le système politique repose beaucoup sur un système parlementaire, quoique très contrôlé, et une myriade d'officines plus ou moins officielles. En fait, c'est encore plus compliqué que ça. C'est que suivant les périodes, on a, c'est un petit peu comme les républiques en France. Hein, on a des périodes où c'est vraiment le Parlement qui dirige tout. On a des périodes où c'est le président et son cabinet, ce qu'on appelle le premier cercle, qui commande tout. Et puis on a des périodes un peu entre les deux. Donc ça, c'est probablement quelque chose que je rajouterais.
La Fédération des Hautes-Terres a conscience de que ça c'est plus compliqué que ça. La Fédération des Hautes-Terres a conscience de sa mauvaise réputation et fait des efforts considérables, quoique un peu vains, pour donner une bonne image d'elle-même. Oui, voilà. C'est le fascisme avec plein d'attachés de presse et des gens qui sourient même quand ils dorment. Des fois ça fait un peu peur. Non, des fois ça fait très peur en fait. Alors, Confédération européenne, formée dans la douleur pendant la 4e guerre mondiale, la Confédération européenne inclut quasiment toute l'Europe continentale, sauf les anciens pays nordiques conquis par la Fédération des Hautes-Terres. Faut que je dise que ça va jusqu'à l'Oural, en fait, hein. Elle contrôle également, avec les États nord-américains, les États-Unis nord-américains, la grande majorité du système sol et 5 planètes extrasolaires. Plus quelques myriades, quelques poussières à gauche à droite. Mais ça, pas forcément intéressant à dire tout de suite. 3e nation terrienne en superficie, mais 2e en population. Alors, il me semble, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est à peu près ça. Elle semble en perpétuelle reconstruction, ce n'est pas complètement fou, mais à nuancer. Certes, les destructions des 2 dernières guerres mondiales ont été massives, mais il y a également des variations dans les politiques officielles et des tensions entre les anciens et les modernes, ceux qui veulent reconstruire à l'identique et ceux qui veulent en profiter pour tout moderniser. Le système politique européen est fondé sur une culture du compromis et de l'équilibre entre les différents États-cantons, les cultures et les sensibilités politiques. Ça donne une société globalement stable, mais qui a parfois tendance à avancer à des vitesses plus souvent associées à des plaques tectoniques. Donc c'est plus compliqué, c'est vraiment plus compliqué. Bon, ça, voilà, c'était un petit peu un placeholder. Il faudra que je détaille ça un peu plus avant. Et c'est vraiment sur le bordel, c'est qu'en fait, les États-Unis nord-américains, c'est la nation. En fait, c'est ce qui représente ces nations au Cap Mess. Il n'y a pas un par nation, je crois. Faut que je vérifie. J'ai peut-être dit une bêtise. Si c'est ça, je changerai. C'est pas un problème. Mais grosso modo, l'ENA-US, c'est une confédération de 6 nations indépendantes. Donc, plus connus sous l'acronyme DEA, sont plus une alliance qu'une réelle nation. On couvre toute l'Amérique du Nord, de l'Amérique au nord de Panama. Ils sont composés du nord au sud, du Royaume du Canada, Principauté du Québec, États-Unis d'Amérique, Fédération pétrolière américaine, République du Texas et République socialiste centra-américaine. Comme mentionné, l'UNAUS contrôle conjointement avec l'Europe la plus grande majorité des planètes du système Sol et 5 autres systèmes stellaires. Ces 6 nations sont très diverses tant au niveau culturel que linguistique, mais elles ont beaucoup de points communs, surtout comparées aux 2 autres blocs nationaux terriens. Les mauvaises langues prétendent que c'est parce qu'elles sont nées sur la base de la spoliation de leur population native. Mais surtout, elles ont connu relativement peu de destruction pendant les 2 dernières guerres mondiales et ont été isolées, alors il y a 2 fois mais, d'accord. Je vais peut-être virer le premier. Mais ont été isolées du reste de la planète pendant presque un siècle. De toutes les nations terriennes, ce sont sans doute celles qui ont été le moins impactées par l'arrivée des cultures extraterrestres. Par certains côtés, la vie n'y a guère changé depuis la période préatomique, ça va faire hurler Mathias, mais voilà. Dans une grande partie du pays, l'armement personnel et véhiculaire est légalisé, les voitures individuelles sont minimum blindées et le plus souvent équipées de quelques mitrailleuses. Les heures de pointe, c'est toujours sympa. Le centre du sous-continent est somme toute assez peu peuplé, voire laissé à l'abandon. Les populations se concentrent le long des voies de communication principales et le reste traîne une réputation pas toujours injustifiée de Badlands hanté par des bandits, voire des scorpions géants et radioactifs. Chacune des 6 nations a son propre système gouvernemental, le plus souvent sous une forme fédérale. Canada et Québec sont des monarchies constitutionnelles, Texas, USA et Fédération pétrolière sont des démocraties avec des éléments corporatistes plus ou moins forts, et l'Amérique centrale est une démocratie parlementaire, mais qui joue beaucoup sur l'imagerie communiste révolutionnaire, ce qui fait râler les Texans. Techniquement, seuls les NAUS sont représentés au Cap Mess, mais les relations entre l'Alliance et ses constituantes sont parfois très houleuses. Ce qui fait qu'en fait, pour parler d'une seule voix au niveau stellaire, c'est pas toujours gagné. Ah, j'avais commencé à écrire des trucs sur Israël, oui. Alors, j'aime autant vous dire que écrire des trucs sur Israël ces dernières années, c'est compliqué. Donc, officiellement nommé Fédération abrahamique de Terre Sainte, l'État d'Israël occupe une large bande de terrain le long de la mer Méditerranée entre la Turquie, le canal de Suez et la mer Rouge. Son territoire actuel a été finalisé à la fin du XXIe siècle après plusieurs décennies de tabassage interethnique intense. Techniquement centrée autour de Jérusalem, ville sainte des 3 religions abrahamiques, la nation a dû sérieusement se réinventer après la destruction de la cité par une frappe nucléaire en 1990. Normalement, c'est même un attentat nucléaire, longtemps attribué à la secte Moon.
C'est aujourd'hui un État laïque et multiculturel où la plupart des tensions se sont résorbées. Sa position entre la Fédération des Hautes-Terres et la Confédération européenne en fait un nœud commercial régional majeur avec beaucoup de contrebande. Après 2101, Israël a développé une flotte commerciale interstellaire conséquente ainsi que plusieurs comptoirs extrasolaires. Elle a également quelques petites possessions sur les planètes européennes. J'ai vérifié, il y en a 2. Voilà, du coup, là, on va dire, là, on est vraiment sur un domaine de point de départ pour les nations. Donc, je pense que assez typiquement, le texte final, il fera probablement le double pour les grandes nations, qui vont double ou le triple, on verra ça. De toute façon, ça va se faire dans les semaines qui suivent, je pense. Je vais quand même continuer à avancer un petit peu là-dessus. Voilà. Et du coup, il y a aussi la structure du texte. C'est un petit peu comment vous avez vu en fait sur l'ancien tapuscrit de TV3, j'y arriverai. Les chapitres, les différentes nations étaient structurés de façon très c'était très carré. On commençait par la géopolitique, société, économie, machin, chose bidule. Je n'ai pas forcément envie de faire ça de façon aussi visible, genre avec des sous-titres et des trucs comme ça, mais je pense que je vais sans doute garder dans la manière dont c'est écrit le même genre de structure, mais de le faire peut-être de façon plus organique. Et typiquement, par exemple, pour Israël, il y a des éléments qui normalement seraient dans le premier paragraphe pour expliquer quelles sont les différents composantes géographiques de la nation. Là, elles sont vers la fin aussi. Enfin, c'est séparé entre le début et la fin. Voilà, mais en fait, un des trucs qui est aussi pas mal compliqué là, c'est d'arriver à assez clairement séparer les éléments qui sont purement au niveau de la nation, purement au niveau culturel et purement au niveau des peuples. C'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a même des fois où c'est pas toujours possible. Mais l'idée, c'est vraiment, dans mon esprit, c'est vraiment d'arriver à séparer un maximum ce genre de choses, quitte à avoir des répétitions, pour pas que soudainement on se retrouve avec des éléments culturels qu'il fallait chercher dans les nations. C'est pas une super bonne idée. Et là encore, je suis pas certain que ça soit entièrement possible ou souhaitable. Il faudra voir à l'usage, mais l'idée c'est vraiment de faire en sorte que ces éléments soient le plus séparés possible, enfin le mieux séparés possible plutôt, disons les choses comme ça, pas que ça soit, pas en faire non plus un dogme, hein, on n'est pas trop là pour ça, quoi. Les dogmes, je suis assez bien placé pour savoir que ça marche pas très très bien et que même voilà, travaillant pour une organisation religieuse internationale, même des gens qui se réclament de la même religion, de la même sous-branche de la religion, ont pas toujours les mêmes interprétations parce que elles sont souvent conditionnées par le contexte local. C'est assez fascinant de voir que même pour des choses hyper dogmatiques, les gens restent des gens en fait. Ça reste assez fluctuant et ça donne des fois d'ailleurs lieu à des engueulades assez homériques. Bon, surtout sur les sujets un chouïa sensibles, hein, les trucs du genre la sexualité humaine. Il y a eu, j'ai assisté de temps en temps à des réunions des instances dirigeantes. C'était il y a longtemps, il y a prescription, mais il y a eu des engueulades assez poussées. Hein. C'était les tours ont monté assez vite, quoi. C'était assez intéressant. Et c'est assez rare, mais ça arrive.
Voilà. Alors, voilà où j'en suis. Donc, c'est pas énorme. Hein. J'ai quand même écrit un peu moins de 1000 mots sur ce truc, mais pour moi, déjà, ça permet de lancer la machine, hein, toujours ce côté-là. Et puis, ça permet aussi d'avancer un petit peu sur la réflexion. Mais là, j'ai un petit peu le souci que ces temps-ci, j'ai tendance à pas mal me disperser sur plein de projets. Alors disperser n'est pas le terme exact, mais enfin les hasards du calendrier font qu'il y a plein de trucs qui me tombent dessus en même temps, et c'est un petit peu compliqué de me concentrer que sur un truc. Là, par exemple, typiquement, une des raisons pour laquelle j'ai sorti le live report aujourd'hui, c'est parce que ce week-end j'ai une convention cosplay à Lausanne où je vais aller pour faire plein de photos, et ces photos va bien falloir les trier et les développer numériquement, bien évidemment, mais quand même c'est un boulot qui prend un certain temps, et j'avais encore toutes les photos que je veux finir avant ce week-end, toutes les photos du concert de samedi que j'ai pas encore terminé. J'ai déjà fait un premier tri, sachant que j'avais quand même shooté 2200 clichés pendant les deux concerts, et que là j'ai réussi à réduire une première sélection à 280, sachant qu'au final je pense arriver autour de 50-60 photos. Donc il faut écrémer, faut arriver à regarder un petit peu quelles sont les photos qui sont intéressantes. Pour toutes les conditions, le côté qui était assez vexant, j'en parlerai vendredi prochain lors du live stream lorsque je montrerai les photos finales. Un des côtés qui était assez vexant de ce concert, c'est que le groupe de première partie était pas forcément celui qui était visuellement le plus intéressant, mais c'est celui qui avait le meilleur éclairage. Donc au final, j'ai beaucoup plus de photos qui sont immédiatement utilisables pour eux, alors que c'est le groupe de première partie, alors que pour le groupe principal, Kasokta, l'éclairage était en mode full stroboscopique, ça bougeait dans tous les sens, ce qui fait que au final j'ai des photos qui sont un peu... il y a beaucoup de déchets, il y a vraiment énormément de déchets. Alors, au final, je pense que j'aurai quand même des clichés qui tiennent bien la route. Hein. J'ai regardé un petit peu déjà, j'ai préparé 3 photos pour aller avec le blog, 3 photos de groupe, 2200 photos, la mitraillette. Mais oui, mais alors, ça c'est si tu veux, le truc c'est que quand tu es en concert et puis que tu veux, alors je pense je pourrais apprendre à être plus discipliné et pas avoir, et encore j'ai pas mis le mode shooting le plus rapide. Mais il y a des fois où suivant ce qui se passe, je reste appuyé sur le bouton. Et au final, sur Lightroom, j'ai beaucoup de photos qui sont complètement noires, simplement parce que c'est au moment où l'éclairage était éteint, quoi. Voilà. Mais alors 2200 photos pour un concert avec 2 groupes, c'est quand même c'est dans ma moyenne plutôt haute. Hein. C'est pas exceptionnel non plus. Mais là, typiquement, je pense que sur le week-end avec les concours cosplay, je vais probablement être autour de 3000-4000 photos. Ça, c'est un peu le tarif. Et encore, cette année, j'ai pas pris un pass photo officiel auprès de Japan Impact, ce qui fait que je vais pas aller systématiquement shooter tous les stands, et puis toutes les activités, et puis les concours, et puis les machins, et puis les choses, et puis les bidules. Ce que je faisais encore il y a 2-3 ans. Où là je finissais avec effectivement 4000 photos à trier, et c'était ça prenait des plombs, quoi. Ça prend vraiment un temps pas possible. Mais voilà, bon. Voilà où j'en suis. Donc je vais repasser en mode face cam. Voilà, on va repasser ici. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. Voilà, je vais pas forcément aller beaucoup plus loin pour ce live stream. Bon, déjà, ça fait quand même 1 heure que je cause, et c'était quand même passablement théorique, avec passablement de digression aussi, mais ça c'est un petit peu normal.
C'est un petit peu ça. Alors, si vous, alors, les gens qui sont là ou qui ne sont pas là, si vous n'êtes pas là pour poser des questions et pour me diriger vers un certain nombre de trucs, bah moi c'est sûr que je vais partir en mode full impro et partir sur des discussions. Alors j'essaye quand même de garder une certaine centralisation, un certain focus sur le sujet du moment. Et donc là, c'est vraiment partir sur un livre de base qui soit très synthétique, donc qui va avoir des textes beaucoup plus courts que ce qui avait été le cas dans Tigre Volant 3, et puis de mettre un accent sur quelque chose d'immédiatement assimilable pour le lecteur, qui permette ensuite de développer plus avant, mais dans des suppléments. Un des trucs que je vais rediscuter dans pas longtemps avec mon collègue et néanmoins binôme Antoine, qui avait travaillé sur les mécaniques de jeu, donc d'Erdorine 2300, et avec lequel on avait bossé sur Freak Squill, le jeu d'aventure. C'est qu'un des trucs qui m'avait parlé, c'était l'idée de faire des suppléments sous la forme de fanzine. Ce qui se fait pas mal dans la scène indé, notamment aux États-Unis, mais ici aussi. Truc comme ça, je crois que c'est Morgborg qui est un grand spécialiste du truc. Et justement, je me rends pas super compte de ce que ça donne au niveau de comment ça peut s'intégrer dans une gamme de jeux. Mais je pense que l'idée de partir sur une gamme où il y a un livre de base, il y a des gros suppléments, mais on peut faire aussi des suppléments très courts, très très cheap, vraiment produire à l'arrache en noir blanc avec un graphisme peut-être un petit peu élaboré, mais peut-être pas forcément beaucoup d'illustrations. C'est un petit peu l'idée du côté fanzine de ce que j'ai compris, et j'aimerais bien voir un petit peu avec lui quels sont les différents exemples qui peuvent montrer comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ça pour faire aussi des choses. Et le souci que j'ai, c'est que Erdorine 2300, fondamentalement, c'est un peu moi tout seul. Alors, je pourrais effectivement m'entourer d'auteurs, mais après, ça va être une question de trouver les moyens pour payer des gens pour travailler sur l'univers. Rétrofutur avait fait ça, c'est possible. Moi, Rétrofutur, j'ai juste le souvenir de la mise en page, la meilleure fausse bonne idée du siècle, la mise en page qui te donnait le mal de mer quand tu la lisais. Ah, ils avaient fait ça pour les suppléments, d'accord. Ok, ça je savais pas. Pourtant ça date. Mais bon, je pense qu'en fait, Rétrofutur, le problème, c'est que le livre de base m'a fait totalement dégoûter du reste du jeu. Ce qui est pas totalement vrai, puisque j'avais quand même acheté je crois qu'il est toujours là quelque part. Il y a quelques années, ils avaient fait un artbook sur Rétrofutur. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et où est-ce que je l'ai surtout. C'est marrant parce que je l'avais revu récemment dans ma bibliothèque et là, je suis absolument incapable de remettre la patte dessus. Et le souci aussi, c'est que Rétrofutur avait quand même eu une histoire assez sordide autour d'un de ses auteurs qui avait fait de la tôle pour pédophilie, il me semble, ou un truc comme ça, mais vraiment un truc méga sordide derrière. C'est pas au niveau sans défaut, c'était niveau au-dessus de Sans Détour, quoi, déjà. Mais ouais, j'avais pris cet artbook, je l'avais trouvé. C'est un petit peu artbook / supplément tardif, mais il y avait des trucs, je trouve, visuellement, il y avait des trucs qui étaient assez chouettes. Mais voilà, je suis pas allé beaucoup au-delà de ça. Faudra voir un petit peu de comment on peut faire ça. L'idée vraiment avec des fanzines, c'est de pouvoir produire du contenu pour le jeu avec des frais de production vraiment réduits au minimum. Europol, exactement, merci Victor, c'est exactement ça. Et je l'ai quelque part et ça me vexe parce que j'arrive pas à le retrouver. C'est pas comme si j'avais des mètres cubes de jeux de rôle, hein.
Ah, il est là. Trouved. C'est bon, je l'ai. Effectivement. Et là, graphiquement, il est super intéressant. Il a vraiment alors là, il a beaucoup plus pour le coup un look un peu dieselpunk, atompunk. Ça rappelle un petit peu Fallout par certains côtés. Il y a vraiment le style machine à écrire avec papier craft. J'ai trouvé, il avait vraiment un côté assez chouette. Bien, sur ce, je pense que je vais vous abandonner ici pour le reste de la soirée. Bon, d'autant que je commence à avoir des petits problèmes gastriques qui sont en train de me pourrir la vie. Donc je vais pas rester trop longtemps. En tout cas, je remercie beaucoup Victor, nommément, puisque tu étais là en personne sur ce live stream. L'ami Imaginos également, qui lurque toujours, mais qui est là, fidèle au poste. Ceux qui étaient là et qui lurquaient, mais qui n'ont rien dit, mais qui étaient là quand même, merci à vous. Si vous regardez cet épisode en rediffusion sur la chaîne Erdorin, merci à vous sur Peertube. Merci également à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à dire s'il y a des choses qui vous intéresseraient dont je parle. On pourra peut-être faire une fois une session un petit peu questions-réponses sur le projet de façon générale, sur son passé, sur ce qui a été publié, et puis sur l'actuel projet Erdorin 2300 et Tigre Volant et tout ça. Je pense qu'on fera ça, peut-être pas tout de suite, on fera ça autour de Pâques, ça pourrait être intéressant. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis on se retrouve en tout cas dans 2 semaines normalement pour oui c'est ça, c'est le 29. Le dernier, non le 29, qu'est-ce que je déconne, ça sera le 1er mars. Ça sera le 1er mars. Le 1er mars alors. On se retrouvera pour une prochaine émission d'Erdorin 2300, Erdorin l'air de rien. Merci beaucoup à tout le monde, bonne soirée et à la prochaine.